Hello, hello la team, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast. Nous allons parler de la communauté congolaise et le thème que nous avons choisi ce jour, c'est la communauté congolaise est-elle une communauté sans espoir? Est-elle une communauté vouée à l'échec? Donc pour cela, j'ai invité deux intervenants de qualité, MC Lou et Aura Patrimoine, qui vont m'accompagner pour pouvoir étoffer ce sujet, pour pouvoir entre guillemets discuter sur ce sujet, pour pouvoir grandir. Bonjour, bonjour, bonjour. MC Lou. J'évolue dans l'événementiel, donc je suis maître des cérémonies et animateur de soirées et de conférences, quels que soient les thèmes. Et donc je suis ravi de partager ce sujet qui déchaîne tant les passions, qui fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on en discute dans les Nganda, dans les transports, voire même dans les lieux de travail, en famille, dans les quartiers. Et donc, c'est important que l'on mette le doigt là où ça blesse, non pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais plutôt penser, soulager, prendre conscience et avancer. Hello, hello à tous. Alors moi, c'est Aura Patrimoine, donc j'ai un cabinet, donc je suis conseillère en investissement. Donc mon rôle, c'est que les personnes puissent passer d'un livret A qui leur apporte que 1,6% l'année à un patrimoine rentable de 5 à 6 chiffres. Donc le but, c'est que derrière, qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et qu'ils arrêtent de tourner en rond en mettant leur argent un peu partout, investir au bled pour finalement ne rien avoir. Voilà, je pense que ça sera le sujet d'aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, je suis très heureuse de faire partie de l'équipe aujourd'hui de Noémie. Donc super, super. Donc on va commencer avec un premier sujet. Est-ce que la communauté congolaise n'est pas une communauté qui aime trop la futilité, qui aime trop les sujets stériles? Donc dernièrement, ce qui a défrayé les chroniques, c'est surtout l'histoire de Marcelo Tunati et sa femme. Le fait qu'entre guillemets, qu'il s'est remarié. On a vu pendant des semaines et des semaines et des semaines des personnes qui ont fait des lives TikTok, des vidéos, etc. Mais entre guillemets, c'est bien de parler de ce sujet-là, mais je vois pas vraiment de personnes qui parlent de sujets qui vont les édifier, des sujets qui vont faire qu'ils vont investir. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, la population congolaise, surtout en France, elle est dans une situation précaire. Beaucoup de Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc par rapport déjà à ce sujet-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Ce que je peux dire, c'est que, bon, ça c'est à titre ironique, le commerce de certains faux pasteurs est en train de tomber à l'eau. Mais pour être plus sérieux, c'est vrai que c'est dommage qu'on soit arrivé à être un peuple qui ne réfléchit pas forcément pour que la communauté avance, surtout hein, dans la diaspora. Dans la diaspora, on n'a pas ce côté où on a envie d'encourager à ce que les choses se passent bien, à ce que les gens puissent vivre décemment, à ce que les gens puissent vivre oui, dignement, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des futilités, ça c'est vrai. C'est les futilités qui, limite, on a l'impression que c'est les futilités qui nous font vivre. Or que, en réalité, bah, ce sont des sujets éphémères auxquels bah, on peut débattre et des fois on peut même se battre. Tokanga pe binemi. Alors qu'après, chacun quitte la pièce, va dormir et demain reprend le boulot. Et rien n'a avancé pour le coup, pour sa vie et pour la vie de la communauté. Donc c'est dommage. Moi, de mon point de vue, la communauté n'est pas vouée à l'échec parce que je me souviens quand j'étais petit, euh, le Congolais, une fois qu'il avait les papiers, il arrivait à se lancer sur pas mal de projets. Moi, je me souviens, à l'époque, Château Rouge appartenait limite aux Congolais presque, hein. Mhm. Et puis, on était aussi réputés d'être, même sans papier, à être des courageux, à aller chercher du travail. Mhm. Alors que d'autres communautés africaines, c'était lorsqu'ils venaient, tant qu'ils n'avaient pas de papier, ils avaient un peu de peur hein, de sortir. Et puis de... Alors que nous, c'était bon.
On va pas rester les bras ballants, on va pas rester glandés à la maison. On va sortir. Ils trouvaient, je sais pas moi, du travail, je sais pas moi, distributeur de prospectus ou autre. Avec les revenus, ils arrivaient à vivre leur rêve, c'est-à-dire acheter des fringues, acheter des trucs. Et c'était une génération, une jeunesse, on va dire, c'était la jeunesse, l'époque d'une jeunesse, je vais dire, dorée. Dans le sens que au pays, on va dire que le pays tournait tant soit, enfin, tournait assez bien, hein, on va dire. On peut se permettre de le dire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Le pays tournait bien. Les parents de ces jeunes enfants avaient du travail, arrivaient à subvenir aux besoins de leur famille. Donc eux, quand ils venaient ici, ils n'avaient pas de souci d'aider la famille au pays. C'était beaucoup plus, comme on est venu ici, il y en a qui avaient, entre guillemets, comme fantasme de sortir, de savoir comment ça fait de sortir avec une blanche, surtout qu'en plus, les genres de musique qui les incitaient à vouloir toujours être propres, à bien s'habiller. Donc, c'était pour ça aussi qu'ils sortaient. Leur motivation, c'était sortir. Comme ils étaient jeunes, ils étaient arrivés très jeunes. Donc, ces histoires d'investissement, ils n'avaient pas vraiment ça dans la tête. Beaucoup aussi étaient venus en tant qu'étudiants. Et après leurs études, sont restés ici. Et quand ils ont fini leurs études, ça a coïncidé aussi avec la guerre qui était arrivée et qui a plongé aussi l'économie d'une certaine manière. Et eux ne sont pas rentrés non plus. Et ils sont restés ici. Bon. Et donc, je peux dire ça. Et aujourd'hui, on a eu encore une vague qui est arrivée, mais cette fois-ci pendant la période de crise, qui avait une toute autre mentalité. Une toute autre mentalité. Déjà, dans un premier temps, se sentir en sécurité dans un environnement et savoir on peut avoir trouvé de quoi manger le lendemain, trouver de quoi se vêtir, trouver de quoi vivre décemment, de manière digne, comme je le dis. Tout ceci est arrivé, mais il n'y avait pas plus d'ambition que cela non plus. Mais par contre, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a encore une autre vague qui est arrivée, mais cette vague-là pense beaucoup plus au pays, mais bon, pense beaucoup plus à soi-même s'investir au pays. Voilà, ils ont pris une certaine conscience comme ça. Donc même quand ils viennent en tant qu'étudiants ou pas, en tout cas, par les formations ou aux simples observations, ils pensent à eux-mêmes s'enrichir, mais en rentrant au pays. Ouais, bon, c'est un peu la lecture que j'ai fait. Et puis certains aussi viennent ici juste sans vision, hein, ils n'ont pas forcément de projet de vie. C'est bon, je trouve un travail, je Moi, fonde je une trouve que, famille et puis sans j'avance, quoi. t'interrompre, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici sans vision. Pour moi, la Mm, communauté congolaise, sans, bon, sans le taper dessus, mais bon, mm, on va voir avec Aura qu'est-ce qu'elle va en dire. Mais mm, en fait, je trouve que tu as vraiment quand même une image assez, je dirais pas lisse, mm, mais une image assez très intellectuelle de ce que nous, on voit sur le terrain. mm, Parce que, enfin, on va y arriver, mais tout au long du podcast, mais souvent, la communauté congolaise, on n'a pas forcément une très bonne image. On est souvent associé, entre guillemets, à un peuple qui aime beaucoup l'amusement, à un peuple, entre guillemets, qui n'a pas de réflexion, on n'a pas d'ambition, à part s'habiller, danser, les femmes. Voilà. mm, Donc, je laisse Aura par rapport au sujet de départ. Est-ce qu'on est vraiment juste intéressé au sujet stérile? mm, Alors déjà, le sujet stérile que tu avais déjà dit par rapport à Marcelo Tounassi, ça a réveillé beaucoup de monde. Ça a réveillé beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que les Congolais passent leur temps à l'église. Leur temps à l'église. Moi-même, j'ai grandi dans le milieu des églises. S'il faut aller même la semaine, pas que le dimanche, c'est-à-dire qu'il y a prière d'intercession, il y a peut-être d'autres activités, agapé, etc. Donc énormément de temps, énormément aussi de leur argent, alors qu'on est dans un stade où justement tu es là en train de nous éduquer. Moi aussi, je fais de l'éducation financière sur les réseaux sociaux. On veut que les gens dirigent leur argent ailleurs. Mais là où ça coince, c'est que leur temps est beaucoup dépensé à l'église. Ça veut dire que peu d'épargne, peu d'investissement aussi d'un côté. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut investir à l'église parce qu'on sait très bien que si une église financièrement ne tient pas, elle ferme.
Elle ferme clairement, elle vit grâce aux dons. Et s'il n'y a pas de dons, bah, il n'y a pas d'église. Donc, du coup, ils ont énormément investi dessus, énormément de temps, énormément de leur argent. Ils ont même sacrifié même leurs propres enfants. Aujourd'hui, on va pas se le nier. Il y a beaucoup de jeunes qui sont nés dans les années 80-90, qui sont nés en France, qui ont des parents congolais et qui ont grandi dans ce milieu-là et qui finalement, malheureusement, se sont rendus compte que voilà, beaucoup d'argent est passé là, peu d'investissement, peu de revenus, et ça fait que au fur et à mesure des années, bah, la France aussi a changé. Moi, l'époque de mon père, c'était l'époque de François Mitterrand, dans les années 84, on parlait d'abolition de peine de mort, etc. Il a connu la fin des 30 glorieuses où la France, ça allait mieux. Et puis là, après, on a connu que des crises. Donc, malheureusement, je vais pas mentir, l'économie de la communauté congolaise, le fait qu'il n'y a pas eu de réels investissements financiers, s'est retrouvée mais complètement perdante et pauvre. On va pas se mentir, pauvre, parce qu'on est beaucoup resté dans les futilités alors que le temps est en train de passer. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée et qui finalement, on a l'impression que tout le monde veut devenir, excusez-moi, tout le monde veut devenir évangéliste. Tout le monde veut devenir pasteur, même les jeunes. Ouais, c'est-à-dire que même les modèles, le plus souvent, veulent plutôt Mais il y a un régner dans gros les sujet, concerts. wana ezopesanga kutu kanda. Bon, pour le moment, je vais faire un peu l'avocat du diable, hein, parce que, bon, vous avez raison. Vous avez raison par rapport à la communauté en général, mais il y a quand même beaucoup aussi qui ont tendance à se former, à investir, mais pas forcément dans la communauté. Ou ils sont très peu à investir dans la communauté. Très peu. Mais on peut en trouver... Enfin, c'est parce qu'en fait, on a plus grandi avec ce côté où les parents n'avaient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vision sur le long terme, parce qu'ils raisonnaient plus... J'ai un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que je suis ici, mais... Souka fonazonga. C'est un CDD, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai parlé de Château-Rouge tout à l'heure. Ça appartenait pratiquement aux Congolais. Mais malheureusement, les Congolais se faisaient de l'argent quand ils avaient des boutiques de discographie, des boutiques alimentaires, tout ça. Mais ils n'ont jamais investi sur les locaux. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, le bailleur a décidé de récupérer son local pour y mettre d'autres personnes, d'autres communautés qui, eux, par la suite, ont acheté les locaux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un raisonnement un pied dedans, un pied dehors. Je pense que si on part de cette base-là, c'est ce qui justifie le fait que cette culture de vouloir investir et de se faire de l'argent ici n'a pas été transmis aux enfants. Enfin, excuse-moi de t'interrompre, MC Lou, mais pour moi, c'est pas juste un problème de transmission. Il y a aussi un très gros problème où tout simplement il n'y a pas d'éducation. Parce que, in fine, on n'a pas forcément besoin que nos papas, mamans congolaises, etc., viennent nous dire investissez en France, etc. C'est que tout simplement, entre guillemets, il n'y a pas d'éducation financière, tout simplement. Dans le sens où quand tu regardes les parents congolais, il faut dire la vérité, tu parles. Là, je l'entends, ce que tu es en train de dire, que oui, parce que nous, on nous a un peu pompé les oreilles avec ça, en nous disant que oui, à Château-Rouge, c'était eux les précurseurs, c'est eux qui ont fait ça, qui ont fait ci, etc., qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, c'est eux qui ont commencé avec les entreprises de gardiennage, c'est eux qui ont fait ci, qui ont fait ça. Ok, d'accord, on l'entend. On a vu des Congolais qui ont régné. Mais la majorité... Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Bon, moi, j'en connais pas beaucoup, peut-être pour mon tour. de gardiennage, si, jusqu'aujourd'hui. Donc, de ce que je vois, une grosse majorité, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que pour la majorité, au lieu de construire, c'est-à-dire que même de construire au pays, ils le font pas. De construire en France, n'en parlons pas. Donc, avec cet argent-là, qu'est-ce qu'ils en font? Soit ils le dépensent au niveau des femmes, soit c'est pour aller donner à un musicien congolais pour qu'entre guillemets, dans une de ses chansons, à boire qui c'est combo. Donc, à bout d'un moment, on commence à se poser des questions où en fait, on n'a aucune éducation, aucune émotionnelle aussi intellectuelle. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de la communauté congolaise aujourd'hui, même les enfants qui
qui sont nés dans les années 90-2000, quand tu regardes, il y en a beaucoup qui n'étudient pas. C'est-à-dire, au niveau d'études, on n'est pas beaucoup, on est peu nombreux. Et entre guillemets, quand tu vois les enfants qui sont nés, qui sont grandis en France, et entre guillemets, qui sont censés être dans une situation où, entre guillemets, doivent faire mieux que leurs parents, ils font pas mieux. Combien de livreurs, je dis pas, je suis pas en train d'insulter les livreurs, mais je suis désolée, quand tes enfants sont nés en France, t'aspires qu'ils font mieux que toi. Tu veux pas que ton enfant soit livreur ou soit caissière qui gagne 1 200 euros, 1 500 euros par mois, alors qu'on connaît qu'il y a l'inflation, on sait qu'il y a des certaines réalités. Et en fait, on n'a même pas été capable aussi d'inculquer à nos enfants, de dire, écoutez, ok, peut-être nous on a foiré, etc. On n'a pas eu la mentalité, on avait un pied dehors, un pied dedans, mais vous faites des études. On était tellement dans l'ambiance, on a tellement inculqué l'ambiance et l'amusement, les sujets stériles, etc. à nos enfants. C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas, c'est pas de dire à tes enfants fais des études, c'est que toi-même aussi tu dois dans ton comportement être un exemple. Mais la majorité de nos parents n'ont pas été forcément des exemples, ce qui fait que quand tu prends même un gros pourcentage de la communauté congolaise, moi j'ai fait l'université, j'ai fait la classe prépa, j'ai fait des grosses écoles de commerce, on est très peu. Alors que, excuse-moi, je termine juste ce point, alors que tu vois beaucoup, et c'est vraiment quand j'ai fait des universités, tu vois beaucoup quand même de Ouest africains, tu vois beaucoup quand même de Sénégalais, je donne des noms, mais il y a quand même dans d'autres pays de l'Afrique noire, hein, même l'Afrique maghrébine, n'en parlons pas, eux aussi ils étudient, tu vois quand même ils sont beaucoup plus représentés. Mais quand des fois tu dis, t'es congolais, ah oui, enfin limite sur 10 noirs, on est les seuls. Donc à un moment, il y a quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Euh, le fait de faire les études, les parents encourageaient les enfants de faire les études. Nakofi na pembeni. Na? Nakofi na pembeni. Mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est juste maintenant, oui, faire la part des choses. C'est juste maintenant, voilà, dans l'ordre de faire la part des choses, parce que dans les autres communautés aussi, ils ont leur kofi. Ils font aussi, la fête comme il faut. Enfin, ils font aussi la fête, ils s'amusent comme il faut. Ils dépensent aussi n'importe comment. Mais il y a une certaine conscience générale. Et je pense que, oui, c'est à là où tu veux nous emmener. Cette conscience généralisée. Mais si on va dans les familles, bah, quand tu prends une maman qui est dans le commerce, quand elle fait des voyages, elle va en Turquie, ou elle va en Chine, ou elle va aux États-Unis pour venir vendre. Mais tout ça aussi, ça fait partie de l'investissement. Et ces dames-là, des fois, elles ont tellement d'argent qu'elles arrivent même à acheter dans des ventes privées des grandes marques. Tu vois? Maintenant, là où ça pêche, c'est qu'elles n'ont pas eu d'éducation financière où on pouvait dire, mais vous pouvez avoir beaucoup plus si vous orientez votre investissement là-dessus, sur ça, sur ça, sur ça. Elles font leur argent et après c'est culturel. C'est dans le partage, c'est dans l'amusement, en fait, comment dire, c'est une culture. Je ne dis pas qu'elle est forcément bien, mais elle n'est pas peut-être adaptée, ou elle a eu du mal à s'adapter au rythme de vie d'un pays capitaliste ou qui est rentré dans l'ultra-capitaliste comme la France. Parce que même le français, par sa culture, a eu aussi du mal à s'adapter à ce rythme-là imposé par les États-Unis. Hein. Ça a été très difficile. Alors, si on prend par exemple notre cas à nous, bah, le cas de l'Africain, c'est quoi? C'est que dans notre conscience lointaine, on a tout dans notre territoire. On a l'or, on a le diamant. Si tu veux planter des matembele, au bout de 4 jours, ça pousse, tu manges, tu vois. Alors qu'ici, on est beaucoup plus dans l'économie. On est beaucoup plus... Pourquoi? Parce que c'est pour ça que... Bon, on dit souvent que le blanc est un prédateur. Pourquoi? Parce qu'il va chercher ce qu'il n'a pas chez lui. Alors que nous, on a tout. On a le temps. On n'a pas la montre. Donc, de cette conscience lointaine fait que cette adaptation aussi est assez difficile. Je parle dans la conscience générale. Est assez difficile parce que quelqu'un comme toi, tu as tout de suite compris comment, très tôt, que tu voulais t'en sortir, comment t'en sortir, la solution, et tu as trouvé en plus le moyen de t'orienter. D'autres n'ont pas eu l'occasion de se retrouver au bon endroit, au bon moment. Moi, je peux te donner par exemple un exemple, par exemple, pour ce qui est de mon cas. Bon, je ne sac pas Si, je sac quand même un petit peu parce que c'est... Moi, encore à la limite, j'ai pris une conscience assez tôt, mais beaucoup de mes amis n'avaient pas compris un peu le système qui se passait aussi. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi quand même, il faut le dire, une certaine discrimination. Moi, je me souviens, il y avait ce qu'on appelle les CIO quand on veut finir le lycée. On va voir les conseillers d'orientation pour savoir ce que vous voulez faire après le lycée.
Je me souviens, c'était quoi? J'étais en terminale. En terminale, j'avais une moyenne, on va dire, assez correcte, hein. Mhm, C'est-à-dire, on va dire, j'étais dans les 12. mhm, J'avais un autre ami qui était dans les 12 et un autre ami qui avait 10. mhm, Le premier est parti. On est allé, hein, on nous avait dit d'y aller, hein, parce que c'était. Enfin, on nous avait fait vendre ça comme si c'était obligatoire. On est allé, on était trois. Le premier est allé, on lui a dit, mais t'as quoi comme moyenne? Lui, il voulait faire justement une classe prépa, comme ce mhm, que je voulais faire aussi, hein. Une classe prépa, éco-commerce. mhm, Euh, ah oui, mais avec les 12 de moyenne, sachant que dans les cours d'économie, il n'était pas mauvais non plus, hein. Il nageait entre les 13, 14, 12, tout ça, selon les trimestres. Ils lui ont dit, mais ça va être vraiment difficile. mhm, Ça va être difficile parce que on est appelé à l'excellence quand on s'oriente là-dedans et mhm, ça va être un rythme soutenu, ça va être. Le deuxième est passé et lui, il avait que 10, 30 de moyenne ou un truc du genre. Je me souviens encore de cette moyenne-là parce qu'on rigolait du 30. Et lui, on lui avait dit, ah, mais toi, tu as toutes tes chances. En fait, on lui a juste dit, fais en sorte qu'au moins pour le troisième trimestre, tu fasses un tout petit peu plus et ça pourra le faire. Bon, le premier qui était passé était noir. Le deuxième qui était passé était blanc. Ça, c'est mon expérience. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, dans les conseils d'orientation. Mais par exemple, lui était découragé. Quand j'ai vu ça, j'ai analysé tout de suite leur dire, on a fait demi-tour, on est parti. Moi, je ne suis même pas rentré dedans. Tu vois? mhm. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Par contre, de ton exemple ou de l'exemple d'Aura, on comprend que on peut s'en sortir, Mhm. on peut se faire de l'argent, voire même être riche, mais il suffit de s'orienter comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais il faut qu'on te donne l'astuce. Nous, on avait que, tu sais, si on avait par exemple un CPE qui te disait A alors qu'il fallait aller sur B, et ben tu te retrouves dans le A, tu vois. Et même les conseillers d'orientation, des fois, ils s'amusent à prendre comment dire, à agir sous forme de quota. Mhm. C'est-à-dire que vous, il faut qu'on fasse en sorte de vous orienter beaucoup plus dans ces genres d'études, Mhm. sans dénigrer, hein. C'est-à-dire que toi, tu avais peut-être vocation à être comme ça, mais on va t'orienter ici. Et on va t'orienter dans certaines universités d'une Hum, certaine ville. ouais. Mais Alors, tu m'as dit, enfin, c'est vrai que j'ai une lecture assez politisée, j'ai une lecture assez, Après, tu mais parles c'est de des, ton expérience. mais comment dire, c'est un truc qui est assez général, une réalité qu'on trouve ici. Mhm, Alors, moi, je vais reprendre ce que tu as dit. Après, il y a deux cas que tu avais Mm, exposés. mm, Il y a le cas où les mamans qui font énormément de commerce, qui ramènent l'argent, mm, etc. mm, En tant que conseillère en investissement, c'est vrai que moi, je peux pas les accompagner parce que on sait pas d'où vient cet c'est pas argent. structuré, en C'est fait. pas structuré. mm. C'est-à-dire qu'il y a pas de structure. Oui, on voit ta boutique, mais on sait très bien que. C'est-à-dire que je vais dire la vérité, c'est que les Congolais ont peur de l'État. Mm. Ont peur de l'État, ont peur des contrôles, ont peur de la police, on va Mm. pas se mentir, des traumas comme ça. Mm. Donc ça veut dire que ils peuvent déclarer un montant, mais ça sera toujours faussé en fait, ils vont toujours cacher, etc. Donc moi personnellement, je peux pas les accompagner. Le but c'est de pouvoir les orienter, qu'il y ait de réelles stratégies patrimoniales, etc. pour que derrière, non seulement qu'ils puissent avoir un business, mais aussi développer leur patrimoine, mais que derrière aussi, bah, qu'ils payent moins d'impôts. Et Mm. pour ça, il faut faire appel à des professionnels comme nous pour les orienter. Ça, c'était de un. De deux, tu nous fais comprendre qu'il y a un système mis en place par la France, ça on le sait, qui par rapport à ton milieu, on va t'orienter quelque part. Et effectivement, moi, c'est clairement la vérité, c'est que moi, personnellement, comme me disait d'aller voir le CIO, j'allais pas le voir. Je savais déjà qu'il y avait une douille. Parce que moi aussi, je viens de la banlieue. Je savais déjà qu'il y avait un problème déjà au niveau de l'orientation, qu'on n'allait pas m'orienter Comme tu voilà, le voulais. comme je le voulais. Donc moi, j'avais déjà zappé le projet. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a un système qui a été mis en place. Et le plus souvent, on va pas se mentir, ceux qui viennent des banlieues, surtout défavorisés, c'est le cas de le plus souvent quand on parle dans nos lives, hein, des milieux défavorisés, ceux qui vivent en HLM, ceux qui vivent dans un certain milieu, on va diriger leurs enfants le plus souvent dans des lycées professionnels. Et je me rappelle à l'époque,
faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, les gars. Mhm. Il n'y avait pas Internet, les parents, ils savaient pas. Ils venaient de découvrir. Moi, mon père, il me disait toujours, on découvre en même temps que vous. Parce que du coup, moi, j'ai un aîné. Mon père, il me disait à chaque fois, euh, je découvre en même temps. C'est-à-dire que faut pas oublier que la communauté congolaise, quand on parle de la communauté congolaise, attention, on parle de la RDC. Ça, faut préciser. euh, a été colonisée par les Belges. Mhm. Donc du coup, le système belge, c'est pas le même qu'en France. Donc des fois, quand tu disais que oui, j'étais en CP, les parents, ils étaient là, faut ils à la première CO. Tu vois, des petits trucs comme ça, ils cherchaient des petits trucs comme ça. Donc eux, ils cherchaient des informations auprès du professeur. Donc ils avaient que comme interlocuteur, comme référence, l'école, le professeur. Il faut pas oublier aussi, nos parents, ils ont une certaine mentalité. Le professeur, ça reste le professeur, ça reste une autorité. C'est lui qui a raison. Donc derrière, effectivement, il y a un système qui a été mis en place. Si tu ne fais pas gaffe, on risque d'orienter ton enfant dans quelque chose qui ne lui plaît pas. Et moi, je me souviens quand tu disais que oui, qu'est-ce que c'était la différence? Parce que, on va pas se mentir, à partir de la troisième, c'est là que tu commences à choisir ton orientation. Tu commences les parents, comment ils représentaient ça, quand on disait lycée professionnel et lycée général, ils disaient mais lycée professionnel, les apona battu à mailler l'été, des trucs comme ça. Ça conseille. Non. En fait, c'est vrai, il disait ça. Mais faut pas oublier aussi que on nous donnait aussi cette impression à l'école par les professeurs. Oui, aussi, hein. c'est ça. C'est que Oui, eux, que ils lycée reportaient ça. professionnel, c'était, Dans le lycée professionnel, en fait, c'était pour les cancres. Exactement. Même quand on va dans un lycée, on va dire général, on a aussi l'option technologique. Mhm. Même quand tu t'orientes dans la technologie, on te dit que c'est pourquoi? Parce que ceux qui étaient Enfin, on voulait donner cette impression que ceux qui sont que dans le général, qui s'orientent peut-être dans l'économie ou qui s'orientent après dans le scientifique, bah, c'est eux vraiment, bah, on est kalaka, quoi. Donc, les plus intelligents, Mais c'est ceux sûr qui que vont quand vraiment tu faire as juste attention à la terminé, société. Je vais juste terminer. Oui. C'est que derrière, le but aussi de ces podcasts qu'on est en train de faire, en réalité, on veut créer une élite congolaise. Il faut qu'elle ait qu'elle soit consciente, qu'il y a un système qui est mis en place. Si on ne fait pas attention à ce système-là et qu'on continue d'être dans la distraction, de s'intéresser simplement à tout ce qui se passe dans nos TikTok, etc., comme tu as dit, Marcelo Tounassi et des futilités, on va se faire bouffer et on n'aura jamais cette élite. On se fait déjà bouffer, en fait. Exactement. Non, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, parce que tu m'as repris sur les mamans commerçantes. Mais les mamans commerçantes, je parlais en fait de cette génération qui aussi se faisait de l'argent, qui nous encourageait aussi à aller à l'école, bien entendu, qui allait peut-être dans les concerts, qui allait, où il y avait Kofi à côté, mais qui, comme en découvrant, nous, comment on fonctionnait ici par rapport à eux au pays, bah, ils étaient un peu perdus. Tu vois, il y avait aussi ce côté-là quand on parle d'un point de vue scolaire. Mais par contre, les enfants qui sont arrivés, eux aussi ont connu aussi une réalité. Donc moi, je ne parle pas pour que tu exerces ton métier sur ces mamans qui n'ont pas, où on ne peut pas déclarer vraiment, enfin les choses ne sont pas déclarées et puis bon, ça va être difficile un peu de les conseiller. Mais les enfants qui sont venus par la suite, justement, ils ont manqué à un moment de leur vie cette fameuse orientation, cette fameuse orientation qui leur permet d'exercer le métier qu'ils voulaient ou de créer même cette ambiance de solidarité entre nous, Congolais, d'un point de vue économique, qui puisse toujours faire avancer. Parce que nous, nos parents, il y avait aussi cette solidarité. Hein. Ceux qui ramenaient les cassettes, il y en a qui s'improvisaient producteurs. Ils organisaient des concerts. Toi, tu fais quoi? Tu fais la coiffure. Les musiciens vont venir du pays, je vais leur dire de venir, les danseuses vont venir chez toi. Toi, les garçons vont venir chez toi. Les restaurants, toi, tu vas venir là. Ils vont venir chez toi. Nanana. Tout ça, c'est des genres de collaboration qui se fait aussi à grande échelle dans des grandes boîtes de production. C'est-à-dire, tu as des grandes boîtes de production qui vont prendre tel sponsor, qui vont prendre telle marque de vêtements, telle cérémonie, tel trophée. Tout ça, ça existe. Mais nous, on le faisait. Enfin, nous, dans notre communauté, ça se faisait, mais en tant qu'autodidacte. En tant qu'autodidacte, toujours dans cette démarche de vouloir mieux s'en sortir. Bon, maintenant, si on va venir chez les enfants, c'est cette orientation-là qui a manqué. Et maintenant, pour répondre à la question,
si la communauté, elle est vouée à l'échec ou à toujours rester pauvre, je dirais non, puisqu'il y a des exemples. Il y a des exemples d'entrepreneuriat, il y a des exemples de gens qui peuvent vous aider à mieux investir. Mais maintenant, ce sont des précurseurs. Ce sont des cas. Maintenant, comment faire pour que ça soit une généralité? En fait, je me suis fait l'avocat du diable depuis tout à l'heure pour que l'on fasse une autopsie, pour mieux comprendre d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Et vous, on va dire que vous êtes, on va dire, les têtes, comment dire, les têtes de comment dire, les têtes de locomotive, hein, les locomotives de ce train. Et donc, du coup, à partir de là, on a maintenant des exemples. C'est un peu comme à l'époque, nous, on avait des anciens qui sont nés dans les années 80 ou dans les années 70, quand ils étaient jeunes, c'était dur aussi pour eux, la France. Hein. Quand on disait, on entendait des fois des rappeurs qui parlaient de ministère amer. Quand on parle de ministère amer, c'est-à-dire que c'est toi-même qui te fais ta propre justice. Parce qu'avec ces histoires de discrimination, il y avait un rappeur à l'époque, il s'appelait quoi? C'était Cool Chain. C'est-à-dire qu'à l'époque de NTM, je ne sais pas si tu te souviens du C'est pas l'époque un peu de MC Solar et tout ça. Oui, il y avait MC Solar, c'est même après, je pense. Après, NTM, c'était avec Joey Star. Ah, les Joey oui, Star, tout oui, ça, oui. tout ça. C'est-à-dire que eux, ils ont dit, ils faisaient du succès. Hein, c'était vraiment à l'époque où, et maintenant le producteur ne voulait pas les payer. Ils faisaient du succès, mais le producteur ne voulait pas les payer. Il les bottait toujours en touche. Un jour, ils ont décidé de ramener... Non, je ne sais pas si c'était Joey Star. Peut-être c'était les rappeurs du secteur A. J'ai oublié. Mais en tout cas, c'était toujours dans les années 80. Ils ont décidé un jour de prendre les amis du quartier, parce qu'à l'époque, en plus, ils aimaient les pitbulls. Hein, ramener les pitbulls. On va voir le producteur chez lui dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, il doit nous payer. Le producteur a ouvert la porte, les chiens sont arrivés, ils ont cherché à saccager le truc. Il a dit, il faut que tu nous payes. Il a dit, d'accord, je vais vous payer. Et il n'y avait pas ces histoires de nous, on peut porter plainte pour que les choses jouent en notre faveur. Donc, il y a tout ça qui fait que on transmet aussi des fois certains traumas aux plus jeunes. Mais... Tu vois ? Et toujours dans ce côté, oui, mais on nous aime pas, ça va être difficile de demander l'argent, comment dire, les crédits à la banque, ça va être difficile. Donc, avoir peur de l'administration, c'est descendu même chez les enfants. Oui, c'est vrai. Vous voyez ? Et donc, Aura, je vais rajouter quelque chose parce que tu disais que oui, tu faisais une autopsie de ce qui s'est passé avant, la communauté, comment elle évolue aujourd'hui et demain. Maintenant, dans le cadre de Noémie, dans son métier, dans le mien, qui concerne du coup l'investissement, quand maintenant il s'agit de faire l'état des lieux de la communauté aujourd'hui, où sont les jeunes? C'était pour te rejoindre ce que tu disais, en fait, accompagner ce que tu disais en disant, mais aujourd'hui... Où sommes-nous? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, où nous en sommes pour répondre, la plupart des jeunes Congolais veulent devenir pasteurs, veulent devenir évangélistes. Ouais, la plupart, c'est ça. C'est que... Attendez, je reprends. Rappeurs ou des secteurs... Hein. Oui, aussi rappeurs, etc. Ou sportifs aussi. Il y a aussi le cas où... Moi, j'ai le cas là dernièrement. Voilà, on commence à rentrer même dans des sectes, des Coréens, Xing Shang Xing. Sokin Ching Ching. C'est... Maintenant, c'est là l'état des lieux, là, en ce moment. Oui, mais c'est ça, mais on parle des modèles. Donc, si on doit faire encore la genèse à l'époque, il ne faut pas oublier que tu avais parlé de ça, que les Congolais avaient connu une crise au Congo. Et ça là, je parle des parents, oui. Les parents ont connu une crise et ça fait qu'il fallait s'accrocher à quelque chose, il fallait se raccrocher à la religion. Et du coup, ça a poursuivi là aujourd'hui. Et on est arrivé à un stade où même quand les Congolais ont un business, quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion, il doit montrer qu'il est chrétien pour pouvoir vendre un produit ou un service. On est arrivé à ce stade-là. Bon, c'est les opportunistes. Mais moi, je n'ai pas parlé de... C'est pas ça qui a fait que les gens soient ultra chrétiens. Non, c'était pas ça. Non, moi, je parle même pas de ça. C'est-à-dire que... Parce que si on rentre dans... Parce que là, on touche vraiment une certaine sensibilité. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient moralement tellement abattus par rapport à la maladie, donc là on rentre vraiment dans une sphère où vaut mieux pas. Je termine juste. Juste pour... Oui, vas-y. Je termine juste. Où on en est, c'est ça, c'est que effectivement, comme on a dit, ils passent énormément de temps là-bas.
Donc, beaucoup d'argent là-bas. Ça fait que quand tu commences à... Je suis sûre que tu as eu des calls, etc., dans le cadre de ton métier. Les gens, ils n'ont pas l'argent, en fait, parce que leur argent est dirigé ailleurs, tu vois. C'est là où on en est aujourd'hui en termes d'argent, en termes d'investissement, etc. C'est que le temps et l'argent est à un seul endroit. Et maintenant, le fait de les diriger ailleurs, ça devient compliqué, ça devient difficile, parce que tu te rends compte que finalement, les gens, ils n'ont pas l'argent. Ils aimeraient bien investir, mais ils n'ont pas, parce que l'argent s'est orienté quelque part. Je sais pas si Et moi, je tu voudrais l'as bien rajouter un remarqué. point par rapport à ça, parce que c'était aussi un des volets que je voulais aborder dans ce podcast, c'est par rapport au Congolais et la religion, le Congolais, sa relation avec Dieu. Parce qu'on se rend compte aussi que ça fait partie aussi de la fondation, en fait, du culturel du Congolais en lui-même. Et comme elle a dit, Aura, elle a si bien mentionné, moi, j'ai commencé dans les églises des éveils. Euh, Ma mère me trimballait d'église en église. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des conversations comme, par exemple, ta maman elle traverse une situation compliquée, comme tu l'as dit, la maladie, etc. Donc, c'est vrai que c'est un sujet assez touchy, mais je voudrais quand même juste, de manière pragmatique, juste d'aborder quelques points où tu entendais, des fois, une amie de ta maman qui t'appelait, ah, Jackie, je vais retraduire en français. Ah, Jackie, pasteur moko azo reni moko, azo sala makambu, azo guérir batu, etc., etc. Genre, il a un don de prophétie, etc., etc. Et directement, tu vois, ta maman, elle est là, elle dit, ah, je vais aller là-bas, je vais aller emmener mes enfants, etc. Et aussi, on a aussi des fois ce besoin-là que j'ai remarqué t'as besoin qu'on te dise des prophéties. T'as besoin qu'on te dise que tu vas réussir, Réussir. tu vas faire ça. Et ça aussi, ce qui a bloqué aussi, à mon sens, une partie de l'émancipation et de la liberté financière d'une grosse partie de la communauté congolaise, à mon sens, c'est le fait que beaucoup ont été bloqués dans des prophéties fausses ou vraies. Chacun se gère par rapport à ça, par rapport à des choses qu'on leur dit pour, entre guillemets, les émouvoir en disant oui, on m'a montré que tu vas gagner énormément beaucoup d'argent, etc. Mais je suis désolée, mais j'ai connu beaucoup de personnes qui malheureusement ne sont plus aujourd'hui, qui n'ont jamais vu la réalité de cette prophétie-là. Ou encore des prophéties qui t'handicapent mentalement et qui te bloquent, qui te disent, mais entre guillemets, dans ta famille il y a ça, dans ta famille il y a X et Y, ce qui fait qu'entre guillemets, bah t'es handicapé, c'est un trauma. Tu te dis, entre guillemets, tu te dis pas que tu es responsable de ta propre vie, qu'entre guillemets, si tu essayes, tu peux réaliser des choses. Tu te dis, entre guillemets, mais en fait, on m'a dit dans ma famille, il y a ça, mon arrière-grand-mère, je sais pas quoi, au village, il y a une tante, je sais pas quoi, des trucs qui sont rocambolesques, où il y en a, ils ont fait leur pain gras dedans, et qu'ils ont vraiment, entre guillemets, gagné beaucoup d'argent par rapport à ça, mais qu'ils ont bloqué énormément de nos parents, et in fine, il faut dire la vérité, je suis désolée, mais on a un grand nombre de femmes congolaises qui sont nées, qui ont grandi en France, oui, qui sont contentes de dire, oui, moi, je suis française, mais quand tu regardes dans leur comportement, elles sont hyper, en fait, si je veux pas dire hyper spirituelles, parce que c'est pas le mot, mais qu'elles sont hyper ancrées dans l'église. Et il y en a une grande partie, j'en connais, que peut-être qu'il viendra témoigner, qui ont perdu leur destinée parce qu'entre guillemets, elles étaient tellement focalisées au niveau de l'église, mais d'une manière malsaine, qu'entre guillemets, elles n'ont pas été capables de développer, entre guillemets, tout le potentiel qu'elles avaient parce qu'elles étaient déjà, entre guillemets, au niveau de leur cerveau, elles étaient tout simplement, entre guillemets, conditionnées. Et quand tu es conditionné dans quelque chose, c'est compliqué. Quand on parle d'état des lieux, elle disait, Aura, faut qu'on fasse un état des lieux. Mais moi, je comprends qu'on a besoin de faire une autopsie, comme tu le disais, de connaître l'historique de l'immigration des Congolais en France, de comprendre en fait pourquoi aujourd'hui on se retrouve toujours dans une situation où globalement, faut pas se mentir, la réussite, c'est pas foufou dans notre communauté. Ça veut dire que on peut les compter sur sur les doigts, pardon, des Congolais qui ont réellement réussi. Une grande majorité vivent encore dans des HLM, dans des logements sociaux. Ils vivent dans des situations très compliquées. Tu vois que faut le voir, même dans des choses comme par exemple le deuil, etc. Ah. On le voit, on peine à réunir des sommes misérables comme 10 000 euros, 5 000 euros juste pour enterrer quelqu'un de façon digne. Donc à un moment donné, il faut se poser la question où ça n'a pas marché. Donc au moment donné, on a parlé des futilités. Là maintenant, Aura, elle a abordé le sujet que j'allais justement vous poser, le sujet de la religion, etc. Je sais que c'est un sujet touchy, mais il faut pas se mentir, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont été embrigadées dans un schéma de pensée. Parce qu'une fois de plus, quand je disais dans un des podcasts que les Congolais n'aiment pas l'école, on a attrapé ma nuque, mais in fine, on revient à la même base. Parce que combien de Congolais aujourd'hui lisent la Bible ?
Parce que voilà, je sais qu'il y a des Congolais qui peuvent être musulmans, mais majoritairement, 95% des Congolais sont issus de la religion chrétienne. Donc du coup, combien lisent la Bible, combien méditent? Donc souvent, entre guillemets, ils prennent, entre guillemets, des prédications, des fois qui sont déformées aussi, et entre guillemets, tu grandis dans ça dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et en fait, il n'y a aucune évolution. Je rajoute un dernier point, moi-même, j'ai été victime de ça, dans le sens où j'ai grandi dans les églises, et à un moment donné aussi, j'ai été victime de prophéties qui m'ont lentement handicapé aussi par rapport à mon éducation. Et en fait, qui m'a un peu sauvé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu la chance en fait de baigner dans d'autres milieux où j'ai vu qu'en fait, il y avait certaines personnes qui n'allaient pas à l'église, qui clairement ne connaissaient pas clairement Jésus, qui n'allaient pas tous les dimanches s'asseoir pendant des fois 7 heures du temps à écouter le même homme chaque dimanche, et qu'ils arrivaient à beaucoup s'en sortir dans la vie. Et c'est là que j'ai dit, mais en fait, c'est quoi la différence entre eux et moi? Et à un moment donné, on va y arriver, je me suis rendu compte, entre guillemets, c'est que c'était mon environnement global qui était pollué par des fausses croyances qui m'empêchaient à moi de m'épanouir et d'exprimer le plein potentiel de ma vie. Mais ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que déjà, désolé, mais beaucoup de personnes donnent leur argent à des bras cassés déjà de base. Parce que la plupart des pasteurs congolais que la communauté suit en majorité sont au Congo. Quelle est la situation économique aujourd'hui au Congo? Catastrophique. Elle est catastrophique. Ça fait que les leaders, en tout cas, on sait très bien que déjà de base, le pays est dans la merde. Donc tu cherches à t'en sortir. Donc le seul moyen aujourd'hui pour un Congolais en RDC de s'en sortir, on va pas se mentir, c'est de créer des églises. Aujourd'hui, c'est de créer des églises et que derrière, ils puissent s'en sortir partout où le Congolais il va aujourd'hui, que ce soit en Angola, que ce soit partout. On a plus d'églises que d'entreprises parce que c'est rentable tout simplement. Donc quand on réfléchit comme ça, tu vois que beaucoup de personnes donnent de l'argent là-bas, etc. On est là entre communautés, on cherche un endroit où prier, etc. On n'évolue pas parce que derrière, il y a une mauvaise lecture de la Bible aussi, oui, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. On va te sortir tout un tas de versets, on va te dire de semer. On va utiliser utiliser absolument les arguments pour que tu passes à la caisse. Parce que derrière, les gens sont dans la merde. Derrière, effectivement, on est dans un monde capitaliste. Il faut de l'argent. Donc, les gens, ils vont pas hésiter à utiliser tous les moyens, à utiliser des versets bibliques, etc. pour que les gens sortent leur argent. Et résultat des courses, il y a des mamans qui ont été pendant longtemps en prière d'intercession, qui ont été longtemps dans des groupes de prière, dans le social, etc., qui malheureusement, aujourd'hui, s'en sortent pas. Et là, je te rejoins, Noémie. C'est-à-dire que dans des moments de la vie tels que la mort, il y a personne qui est capable de sortir 5 000 euros d'un coup. Il n'y a personne qui est capable de sortir 10 000 euros d'un coup parce que tout simplement, on a orienté notre argent ailleurs. Bizarrement, quand il s'agit des deuils, etc., il y a des familles qui s'embrouillent. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Voilà, les caisses sont vides. Donc pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une éducation financière, que derrière, que chacun puisse se responsabiliser, revoir sa vie et diriger son argent ailleurs et ne pas hésiter à avoir des professionnels. Noémie, elle est dans l'achat-revente. Elle permet à ce que des personnes puissent avoir d'un coup 10 loyers d'un coup. Grâce à des opérations en immobilier, moi de mon côté, j'oriente les personnes pour qu'elles puissent s'enrichir sur le long terme. Et c'est ça qu'il faut faire. Là aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. C'était ça que je voulais ajouter. On t'écoute. Alors, on t'écoute, l'avocat du diable. Oui, l'avocat du diable, mais en même temps, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Pour comment faire pour s'en sortir maintenant. Mais il y a un truc que je remarque, c'est que vous voulez... Enfin, c'est bien, hein. On parle de religion, on attaque les églises, on attaque les pasteurs, sachant que les pasteurs aussi sont congolais, sachant que les pasteurs, eux, aussi se font de l'argent, sachant que les pasteurs et leurs filiales ou filières et tout se font de l'argent aussi par rapport à leur siège au pays, pour certains qui ont des sièges au pays. Donc c'est toute une chaîne économique qui existe aussi. Oui, mais qui est profitable à qui? Mais qui est profitable aux pasteurs. Elle a dit, un pays comme la RDC, on sait que c'est un pays qui fait parmi les pays les plus pauvres. On l'aime, notre pays, hein, mais ça fait partie des pays des plus pauvres de la planète. Malheureusement. Mais comment on en est arrivé là? En fait, c'est pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce que... Parce qu'on peut dire,
Aujourd'hui, moi, je suis gestionnaire de patrimoine. Moi, je fais L'achat-revente. l'achat-revente, tout ça. Il faut que, même dans les matins, qu'on soit capable de cotiser, mais vraiment des montants qu'on puisse, comment dire, Enterrer la enterrer la personne. personne dignement avec les honneurs, tout ça. Mais ça peut être des paroles en l'air si on ne cherche pas à mettre le doigt là où ça fait mal. Une diaspora où, enfin, nous on dit diaspora souvent quand on doit parler des Noirs, mais quand c'est les Blancs, on parle d'expatriés ou des Français de l'étranger. Donc pour les Congolais de l'étranger, parce que je préfère m'exprimer comme ça, elle ne reflète que la réalité de son pays d'origine. Notre pays est très pauvre. Et pour qu'on en arrive à ce point-là, et il faut aussi connaître l'historique de ces fameuses églises qui se créent comme des petits pains. Comment elles se sont créées? Pourquoi elles se sont créées? Dans quel but elles se sont créées? Parce que ces personnes-là qui manipulent les gens pendant 7 heures, comme tu dis, ou 8 heures, elles sont missionnées. C'est la fin. Elles sont missionnées. Mais elles sont missionnées par qui et qui a créé ça? Et quand on remonte la chaîne, on comprend que c'est dans les pays où nous vivons, c'est eux qui ont pensé, il y a déjà de cela au moins depuis quoi, 60, 70 ans auparavant, comment faire pour détruire des peuples qui économiquement s'en sortaient bien, ou économiquement vivaient bien, ou économiquement ne pensaient pas forcément qu'à la bringue, ne pensaient pas forcément qu'à danser, ne pensaient pas travailler, danser, vivre dignement. Comment on en est arrivé là? Donc ce sont des choses qui ont été pensées depuis pour qu'on en arrive là. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est comme si on est en train de nous créer c'est comme si on avait notre club de réflexion avec les gens qui nous suivent. C'est comme si nous avons un club de réflexion pour contrecarrer tout cela. Mais c'est pour ça qu'il est important de connaître l'historique. Vous voyez? Moi, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pour qu'on en arrive là, c'est parce que le pays est en crise. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas été habitué à ce que du jour au lendemain, il apprenne que ses petits frères n'ont pas mangé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les enfants, demain, c'est les parents. Le courant qui... Tout ça, c'est arrivé il y a 30 ans maintenant. Hein. C'est là. C'est à peu près à nos âges. Nous, on était petits quand la guerre est arrivée. Et jusqu'aujourd'hui, on est toujours sur ces sujets de guerre où ces fameux étrangers colonisent, sans forcément rentrer dans la politique. Et ils encouragent ce système de nous mettre en hibernation ou enfin de nous endormir pour pas que on puisse s'en sortir. Et donc vous avez beau parler, mais si vous ne prenez pas en compte aussi ces réalités-là, on va commencer à tirer et c'est comme ça qu'après on reçoit des pots de bananes et des oranges et des trucs parce que eux ils sont déjà matrixés, ils ont déjà il y a déjà une façon de penser, une façon de voir la vie que nous sommes appelés à changer, mais à changer avec toutes les réalités. Pourquoi les autres communautés arrivent à avancer? Parce que eux, déjà, ils ont une histoire qu'ils assument. Nous, on a une histoire qu'on n'arrive même pas à assumer. Vous voyez? On vit dans le déni. Donc, si on doit toucher la religion, encore une fois, j'ai envie de dire, mais parce que c'est pas toutes les églises qu'il faut tirer. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais les fameuses églises dont on est en train de tirer, c'est eux qui ont pignon sur rue. Mais comment elles se sont créées? Qui les a créés? Il y a des noms. Il y a aussi, et on connaît aussi le genre de message qu'ils voulaient faire passer. Je vais donner juste un exemple. Bon, je rentre pas dans la politique, hein, mais c'est comme on doit mettre, vous voulez qu'on y aille vraiment, voilà, qu'on doit taper. Il y a un pasteur, c'était quoi? C'était en 2021, ou enfin, juste après le Covid, je crois, ou peu avant le Covid, j'ai oublié. Il s'appelle Benny Hill, je crois Benny Hill ou un truc du genre. Je ne connais pas. C'est un pasteur très connu américain, blanc, américain. Benny Hill. C'est-à-dire que lui, son église, lui aussi, il a massé de l'argent parce que les chaînes de télévision, les mêmes modèles qu'on voit au pays, chaînes de télévision, même aujourd'hui, maintenant tu as télévision, tu as YouTube, tout ça. Ce Benny Hill, lui, sa spécialité, c'était d'enseigner la prospérité. Financière. Oui, la prospérité. Je crois que ça me dit quelque chose. Tiré de la Bible. Hein. Donc, en gros, l'argent roi. Ce Benny Hill, je pense que c'est après une période de maladie ou je ne sais quoi, je ne sais plus quelle est son histoire. Enfin, j'oublie beaucoup de choses, c'est parce qu'on doit avancer avec le temps. Benny Hill a fait un aveu en disant que
ce domaine qu'il exploitait n'était pas du tout de Dieu. N'était pas du tout de Dieu. Il a demandé pardon aux Américains, il a demandé pardon à toutes les personnes qui... Mais ce pasteur-là était un modèle et a formé directement ou indirectement, parce que je n'ai pas non plus fouillé, certains pasteurs congolais qui enseignent aussi la prospérité L'évangile et de qui la sont prospérité. très connus localement et Mhm. connus partout dans la diaspora congolaise, voire même ailleurs. Mais eux ne s'excusent pas. Eux continuent à alimenter. Oui, mais parce que le c'est truc. leur business model. Et Mais c'est ce que je dis. Il faut comprendre aussi, tu vois, c'est que moi, je suis d'accord. Et Mais ça, c'est pour dire quoi? Pardon, juste pour dire. C'est en fait, pour dire quoi? C'est-à-dire que il y a de ces églises qui ne sont que tirées, qui ont été créées par la CIA américaine. Et quand on sait qui font que ce pays tombe à l'eau, bah, c'est maintenant toute cette chaîne-là de ces fameuses personnes qui arrivent à retenir les gens pendant 8 heures du temps, que ça soit la télévision, que ça soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est-à-dire que si tu manques une fois un culte, eh ben, tu peux aller en enfer, bah, parce qu'ils jouent sur la crise morale, la crise économique. Quand on a faim, on ne réfléchit pas. Et qu'en plus, on te promet le paradis, mais du n'importe quoi. Tu vois? Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. Moi, je ne veux pas qu'on tire fort sur les victimes, mais plutôt, si on doit arranger les choses, qu'on tire sur les acteurs. Parce que tout ça, en plus, c'est mélangé avec une certaine politique qui perdure jusqu'à aujourd'hui depuis 30 ans. Ça n'existait pas avant. C'est arrivé là, mais c'est arrivé... En fait, c'est arrivé, on va dire, dans les années 90, mais vraiment de façon... fin 80, début 90, mais de façon un peu subtile. Hein. C'était vraiment tout dans la séduction, comme le malin.